Et bonjour vous autres. Alors, on est le dimanche 28 décembre et on lance un tout nouveau vlog de la semaine. Je suis plus habituée. Je suis habituée de dire des vlogmas encore, mais bon, c'est pas grave. Alors, écoutez, j'émerge un peu tardivement aujourd'hui. J'étais pas en avance pour monter le vlog. J'avais fait une bonne partie hier, mais je m'attendais beaucoup en soirée, donc finalement, j'ai juste pris ça mollo, puis j'ai terminé le montage ce matin. Donc, j'ai juste de vous mettre le vlog hebdo précédent en ligne. Puis là, on est près de la moitié de la journée. Il est midi. Puis ben, c'est ça. Je commence doucement ma journée. En fait, je dis doucement, mais pas nécessairement. Parce que. Ah ben, ok. Bon, parce que, tout d'abord, bon, non, je sais ce que je vous en parle tout de suite. Ah! Ok. Parce que je vais essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud, mais je n'en avais pas dans le dernier vlog. J'ai comme une espèce de bulle de grand ménage de fin d'année. Je regarde tous mes livres à côté de mon lit dans ma grande bibliothèque à lire. Puis, j'adore l'idée d'avoir un océan de possibles. Mais il y a vraiment beaucoup de ces livres-là que ça fait longtemps qu'ils sont là, même si j'ai fait plusieurs tris. Puis, il y a aussi des livres qui ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais que j'ai l'impression que sur le coup, j'avais envie de les lire. Puis là, j'ai déjà moins envie de les lire. Puis, j'ai comme envie de commencer 2026 avec pas de l'accumulation tant que ça de livres, que quand je les regarde, je trouve ça intéressant ou j'aime l'idée de ce livre-là, mais j'ai pas nécessairement envie de le lire. Donc, si j'ai le courage, je vais faire un gigaménage. Puis là, je vais essayer de vous mettre des petites prises de vue si j'arrive à le faire. J'aurais pu faire un vlog dédié, mais ça va faire partie de ce vlog-ci. Puis c'est tout. De toute façon, je sais pas à quel point j'aurai du contenu pour le vlog de cette semaine, vu qu'on va quand même être encore en vacances, nous autres, de notre côté. Puis bon, ça se peut que ça évolue un peu au fil de nos envies spontanées. Mais bref, ce que je vais me donner comme consigne, c'est que je vais regarder des livres, puis si j'ai pas nécessairement envie de lire dans le prochain mois ou les prochains 2 mois, je vais le mettre de côté. Puis là, quand je dis mettre de côté, ça veut dire qu'il va partir de ma bibliothèque. Puis, il va sans doute aller en croque-livre où je vais voir si c'est des livres. Bon, dans mon entourage, les gens ne lisent pas nécessairement en langue originale, puis j'ai beaucoup de livres en langue originale anglaise. S'il y a des choses qui peuvent aller à la bibliothèque du village, je vais le faire. S'il y a des choses qui peuvent être en croque-livre, je vais le faire. S'il y a des livres en français que peut-être ma famille pourrait lire, je vais les mettre de côté puis leur demander. Mais bref, ça ira pas dans le bac de recyclage. C'est juste que je, je commence à trouver ça un peu lourd de les voir dans le sens où ça me rappelle le fait que ça m'a tenté à un moment donné. Puis là, j'ai l'impression que ça me tente moins puis que je me sens mal parce que ça me tente moins. Donc, je vais m'inspirer de, j'avais 10 livresses de lire de livres, mais aussi d'Alex Bouquin Prada, qui, à la fin de cette année, a fait, bon, elle, c'est plus drastique, là, mais elle a fait les Hunger Games des livres, donc elle avait fait un gros ménage, puis après ça, elle se disait, elle a fait une sélection euh, des livres qu'elle s'est dit, si je les lis pas d'ici la fin de 2025, ils s'en vont. Puis là-dedans, il y avait des livres qu'elle venait juste d'acheter, mais juste sur le coup, elle les avait achetés, puis finalement, donc, mon but, c'est pas d'arriver à zéro parce que j'aime ça avoir des possibles. Puis je vais continuer à en acheter, même si je me dis que je vais y aller plus raisonnablement. Je le sais que je vais continuer à en acheter, puis c'est super le fun, puis je me sens bien avec ça. Mais là, c'est juste que je les regarde, puis je me dis, ouais, en même temps, tu sais. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont partir que quand je fais un ménage habituel. Je vais sans doute garder des auteurs que je sais que j'aime, des auteurs que je sais que quand je les lis la plupart du temps, j'ai envie de garder les livres. Puis ben, les autres, c'est pas que je veux pas nécessairement les lire ou que ça n'a pas l'air intéressant, mais je me dis que ça se peut que je les écoute seulement en audio ou que je les emprunte à la bibli puis que j'ai pas besoin de les garder après. Donc pourquoi en fait les garder en ce moment? Ça me sert pas à grand chose. J'aimerais ça pouvoir un peu éclaircir ma bibliothèque à lire. Euh, puis au moins pour le début d'année. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est un peu ça mon plan. Puis sinon, ben ça, je me demandais juste si je vous parlais de ma lecture en cours parce que je l'ai commencé hier ou avant-hier en lecture audio, puis je suis comme pas convaincue, mais là, on vient d'arriver en plein milieu du moment où enfin on arrive avec le mystère. Donc, c'est un cozy mystery. C'est une série que je connaissais pas de Faith Martin, celle que j'ai connue pour sa série de Loveday and Ryder, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas j'ai beaucoup aimé les personnages en tant que tels. Les intrigues n'étaient pas mémorables, mais les personnages sont restés avec moi parce que je les aimais beaucoup. Et ben, j'avais envie de peut-être voir si dans ces autres séries, il y a quelque chose qui pourrait pas me plaire. J'ai regardé, elle a fait énormément de séries de Cozy Mystery.
Il y en avait qui avaient l'air un peu trop caricaturales pour moi. Celle-là, potentiellement, avait l'air aussi très caricaturale, très âge d'or du roman policier, même si c'est pas ça. Elle est une autrice moderne. Mais bon, j'avais envie de le faire. Donc, c'est la série Val et Arby. J'ai enfin trouvé c'est quoi le nom. Parce que c'est Arbuthnot, je pense son nom, quelque chose comme ça. Puis il se fait appeler Arby. Donc, Val qui est Valérie Colton James, je pense, Colton Jones, qui est la fille de, je crois, du vicaire dans un petit village des Cotswolds et qui est une grande amie et de Arbuthnot, qui s'est retrouvée en fait propulsée devant, ben, dans le fond, comme un personnage public parce qu'on lui a demandé de faire un Gentleman's Guide to Ghost Hunting, quelque chose comme ça. Puis lui, il a fait ça un peu de façon humoristique, mais ça a vraiment décollé comme ouvrage. Les gens ont adoré ça, puis ils ont comme fini par le prendre pour un spécialiste des affaires occultes. Et puis, ben, c'est un jeune homme qui n'est pas spécialiste pantoute, qui a juste fait ça comme parce que ça y tentait et tout, mais bon, tu sais. Fait que, bref, c'est ces deux-là qui se connaissent depuis un bon moment. Et Arby va se faire approcher par Miss Phelps, qui est une dame assez respectable du village, assez traditionnelle, qui vient d'une grande famille, qui est un peu qui n'est pas nécessairement adorée dans le village, mais bon, c'est ça. Et puis elle vient les voir, puis c'est quelqu'un qui est très cartésien, puis elle vient les voir, puis elle demande à Arby s'il peut venir à la maison parce que elle a l'impression que potentiellement la légende qui est liée à sa famille, qui est liée comme aux esprits un peu dans sa famille, à laquelle absolument elle n'a pas porté attention parce que c'est pas quelque chose à laquelle vraiment elle adhère. Peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose de vrai parce qu'elle a l'impression que depuis quelques semaines, il a l'air d'avoir un agent d'esprit frappeur qui essaye de la tuer. Donc, mais elle dit ça du bout des lèvres en se trouvant elle-même inappropriée ou par rapport parce que c'est pas quelque chose en lequel elle croit. Puis bon, ben Arby, Val, étant pas loin à ce moment-là, va s'inclure un peu dans l'espèce de situation d'enquête un peu particulière. Et ils vont aller chez Miss Phelps plusieurs fois, vont comprendre qu'il y a un contexte familial un peu particulier, des amis de longue date qui sont là depuis tout le temps, un genre de potentiel héritier qui est là aussi. Puis les gens ne sont pas nécessairement là de façon transparente. Ben oui, mais ils sont pas nécessairement là juste parce qu'ils aiment donc ça, se tenir avec Miss Phelps. Fait que bon, ça va commencer comme ça. Puis ben, en fait, rapidement, on va se rendre compte que malheureusement, l'intuition de la dame semblait bonne parce qu'elle va mourir. Puis là, on est rendu là. Écoutez, pourquoi j'hésite, c'est que c'est très gros, c'est écrit à gros traits, c'est une lecture de plaisance, mais c'est une lecture de plaisance très point un peu. Mais c'est pas mal écrit, mais c'est très. C'est du consommable, mettons. Genre. On joue un peu sur les clichés. En même temps, les personnages sont assez intéressants parce que le personnage principal, Arby, en fait, je dis ça, puis la série, c'est bien Val et Arby et non pas Arby et Val. Donc, le personnage principal, c'est en réalité Val, donc Valérie, mais c'est un personnage principal qui est toujours en arrière-plan. Mais dans le fond, c'est elle qui fait bouger les choses parce que Arby, c'est vraiment un jeune homme un peu craintif, pas mal imbu de lui-même, qui est pas très. On l'aime pas tant. C'est comme un peu un anti-héros. Il est pas méchant, mais, tu sais, il est vraiment vain. Tu sais, c'est quelqu'un, tu sais, je sais pas, il est pas très mature. Puis bref, c'est Val qui fait un peu avancer les choses, puis qui va l'amener un peu dans la bonne direction. Donc, j'espère que ça va tourner du bon sens, puis ça sera pas tout lui qui va ramasser, qui va se récupérer le crédit social de tout ça. Mais bon, là, je suis un peu pris dedans, c'est pas très long, je pense que je vais le finir, mais c'est juste que j'aimerais ça que ce soit pas ma dernière lecture de l'année parce que je suis un peu focusée sur le fait de me dire ça peut pas être ma dernière lecture de l'année, voyons donc. Sinon, mon objectif que j'aimerais vraiment lire d'ici le 31 décembre, c'est parce que je l'ai pas, je peux juste l'avoir en numérique ou en papier, mais pas en livre audio, c'est celui-ci, donc Écho de Marianne Altéar, l'Onyx. C'est le tome 1, donc publié chez Iméris, qui est de la dystopie qui a l'air vraiment intéressant. C'est une duologie. Ce tome-là est paru, je pense, en 2024. Puis le tome 2 il vient de paraître en 2025. Et ça fait longtemps que je veux le lire. J'ai eu de la misère à l'obtenir parce qu'il est plus facilement accessible en France qu'ici. Il se trouve ici, mais c'est sur commande, donc c'est un peu plus compliqué. Puis j'avais vraiment envie de le lire. Fait ça, je trouverais ça bien de terminer mon année là-dessus. Mais est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Vous le saurez, vous, sans doute, d'ici la fin du vlog. Alors voilà, ben écoutez, sans plus tarder, on va poursuivre ça, ce vlog-là. Allez, c'est parti!
bonjour. Alors, je prends rapidement parce que je suis à bout de bras, visuellement, pas visuellement, mais visiblement. Et écoutez, je viens de finir le gros ménage. Je pense à venir que j'ai dû en enlever plus que 100. Ça fait du bien. Il en reste encore. J'ai quand même gardé des choses pour me garder des possibilités de sortir un peu de ma zone de confort parce que, bon, quand même, c'est ça qui est intéressant. Mais le restant, ça va vraiment partir, tout simplement. Et ça va faire du bien. Il me reste, c'est quand même une tâche un peu gargantuesque, c'est que je dois retirer tous les livres que j'ai, que je veux enlever de ma bibliothèque, de mon application de suivi de bibliothèque que j'ai, juste pour pas que je pense que je les ai encore. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à faire. Et après, ben, je vais essayer de trouver une place parce que mon copain va trouver que pour dormir, c'est pas l'idéal. Donc, soit je vais aller chercher des gros sacs en bas ou je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Mais je pense que je commence à avoir vraiment faim. Fait que je vais voir peut-être que mon copain, il serait dû pour un petit moment de petite pause. On va voir. Fait que je vous reviens pour la suite. Mais ça va être le gros projet de ce vlog-là, je pense. Au pire, j'en sortirai 2 au pire cette semaine s'il est trop long. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le mardi 30 décembre et ben voilà, on se reprend. Il y a des petits sauts dans le vlog parce que, de temps, je veux dire, parce que hier, finalement, j'ai juste comme, c'était une journée verglas totale, donc on a limité nos déplacements. Puis finalement, j'ai plus mijoté mon top, euh, mon top des livres marquants de l'année que j'aimerais ça vous peut-être tourner aujourd'hui pour pouvoir vous mettre en ligne demain. Donc le 31 décembre. Et là, vous allez voir mon chat arriver. Ok. Et ben, c'est ça, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Mais bref, hier, j'ai pas fait de rien de spécial, sauf que j'ai continué la lecture du Faith Martin et je l'ai terminé. Et c'était agréable. C'était agréable, c'était pas transcendant. Le duo d'enquêteurs d'enquêteurs amateurs dans lequel j'avais un peu confiance dans le sens où c'est quand même un peu atypique. Donc, c'est Val. Puis d'ailleurs, je dis Valérie, mais je pense que c'est Valentina, son nom, je viens de réaliser. Donc, Val, la fille du vicaire, et Arby, qui est le fils, non, le neveu d'un peu un excentrique du village et tout ça, et qui a écrit le fameux livre sur le A Gentleman's Guide to Ghost Hunting. Mais dans le fond, ça évolue un peu au cours du premier tome. C'est-à-dire, on comprend un peu mieux leur personnalité, mais on n'approfondit pas beaucoup. Le personnage de Arby il devient un peu plus, pas aimable, mais comme plus normal. Dans le fond, on se rend compte qu'il y a un peu un personnage social de faire la personne qui est un peu incrédule et pas super vite, mais finalement, il est peut-être pas si pire que ça. Mais malheureusement, ça devient... Donc, c'est intéressant parce qu'évidemment, on va voir qu'il peut développer des réflexions puis prendre sur lui et tout. Puis ça, c'est sous l'influence un peu d'une remarque qu'à un moment donné, Val, il a faite en disant, ben de toute façon, tu fais jamais rien si je te dis pas de le faire quelque chose, non, non, non. Fait qu'il y a comme un peu son orgueil qui est embarqué. Puis on se rend compte que finalement, il devient vraiment bon pour résoudre, en fait, qu'est-ce qui se passe comme réalité qui n'est pas nécessairement évidente, qui entoure, en fait, le décès, le meurtre, en fait, de la fameuse Miss Phelps. Sauf que malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'ils se développent, mais c'est au détriment de leur dynamique à Val et lui. Donc, on voit moins Val à ce moment-là, être un peu mis en dehors des choses involontairement. Donc, est-ce que ça évolue autrement au fil de la série? Je ne sais pas, mais
Ça m'a un peu attristée parce que j'aurais aimé mieux avoir une dynamique à deux que juste l'évolution du personnage, qui visiblement est le personnage principal, qui est Arby, vers quelque chose de plus, désolée, de plus autonome. Donc, ça m'a un petit peu déçue. Sinon, pour le reste, pour l'intrigue, c'est sûr que c'est une structure vraiment comme Whodunit, Âge d'or le Âge d'or du roman policier. On a des détails. On accompagne énormément le lecteur dans son parcours pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a des fois où on a l'impression que les indices, entre guillemets, ou sont un peu soulignés pour être sûr qu'on a bien compris que ça, c'en était un. Ou en tout cas qu'il fallait qu'on porte attention, mais c'était pas nécessairement un indice par après, évidemment. Donc, j'ai un peu plus senti la mécanique. C'était pas négatif, mais je l'ai senti parce que bon, j'en ai lu beaucoup, donc c'est sûr que j'étais comme, ok, bon, c'est un peu comme une formule, on sent que c'est comme plus une formule. Mais comme les personnages sont un peu atypiques, c'est intéressant. Les personnages principaux sont un peu atypiques, c'est intéressant. Et sinon, le restant, c'est des personnages plutôt typiques. Et il y a quand même, à partir de la moitié du livre, comme je vous dis, quand le fameux Arby finit par prendre sur lui, puis il décide de devenir un peu plus autonome, puis de se faire confiance par rapport à qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il peut tirer comme conclusion, qu'est-ce qu'il y a comme considération et tout. Ben là, évidemment qu'on va finir par dérouler un peu l'intrigue, puis faire en sorte que, comme lecteur, on va être un peu trimballé selon différentes perspectives, donc selon différentes hypothèses qu'on va devoir vérifier si sont vraies ou pas. Puis ça va finalement s'avérer être quelque chose quand même qui est pas nécessairement évident dès le départ. Donc, on peut avoir des pistes, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut avoir d'évident dès le départ. Donc, ça, je trouve quand même que Faith Martin a quand même fait un petit travail sur l'intrigue à partir de la moitié. Mais c'est comme si, je sais pas si c'est un manque d'équilibre ou parce que c'était un tome 1 puis c'est un tome d'introduction, mais il y a comme un petit problème de rythme, un problème de... On dirait qu'elle cherche un peu, ça me donne l'impression comme lecteur qu'elle cherche un peu qui sont ces personnages, puis elle finit par le trouver à la moitié. Puis là, évidemment, l'intrigue se développe. Puis là, on se rend compte qu'elle, en effet, est vraiment habile avec ça. Puis qu'elle va vraiment faire en sorte que... Désolée. Qu'elle va vraiment faire en sorte que... je vais te dire, ça sent bien. Ça va déconcentrer. Dans le fond, l'intrigue va se déployer, qu'elle va pouvoir... qu'on va vraiment comprendre un peu son habileté à rendre les choses un petit peu plus... Pas trop complexe, mais juste assez complexe pour qu'on ait l'impression qu'en effet, elle a fait vraiment, tu sais, c'est pas juste un fil qu'on tire puis qu'on se rend jusqu'à la fin puis que c'est correct, là. Donc, donc, c'était une bonne lecture. Est-ce que j'ai envie de lire les autres? Si j'ai envie de lire le deuxième, ce serait plus par curiosité à savoir est-ce que enfin la fameuse Val va finir par retrouver un certain rôle intéressant dans tout ça. Parce que c'était intéressant leur dynamique, puis je trouve vraiment qu'à partir de la moitié, ça s'est comme perdu. Fait que pour moi, il y a beaucoup de bémols sur ce premier tome-là. C'est pas des bémols majeurs, puis je pense que quelqu'un qui est moins habitué de lire des romans policiers ou des cozy mystery, je pense pas qu'il va vraiment réaliser. C'est juste que moi, j'en ai tellement lu, puis en plus, j'ai tellement aimé Love the Rider que je pense que j'arrivais avec beaucoup d'attentes par rapport à cette série-là. Mais sinon, c'est une série ou c'est une lecture de plaisance où les personnages vont pas nécessairement rester avec nous autres. Un peu, mais pas tant que ça. Donc, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que ça donne pour le deuxième, mais c'est zéro ma priorité. Donc, voilà. Donc, lecture terminée pour celui-là. Puis, ce qui est un peu drôle, c'est qu'on est le 30 décembre, puis là, je me disais, pas je suis stressée, là, mais mon petit cerveau cartésien et psychorigide me dit ah, mais là, on n'est pas pour terminer l'année sur ce genre de lecture-là. Fait que là, cette nuit, j'ai fait de l'insomnie. Bon, ça fait vous en pas, c'est comme un peu un classique, là, c'est pas très long, mais là, j'ai commencé le fameux je vais y arriver. Le fameux, et je suis vraiment fatiguée, j'ai pas encore pris mon café, hein, ça paraît. Le fameux, c'est chez Imeris, Onyx, le fameux Marianne LTR. Je vais mettre la couverture, je sais pas pourquoi le titre ne me revient pas. Echo, non, Echo, le tome 1, donc, le Nix de Marianne LTR. Puis en vous disant le titre, je viens de réaliser quelque chose que je n'avais pas saisi pendant que je le lisais. C'est très drôle. Donc, je l'ai commencé cette nuit. Puis ça se lit super bien. C'est vraiment... l'écriture est super fluide. On embarque tout dans l'action. C'est vraiment intéressant. Sauf que c'est quand même une bonne brique. Puis je me dis, ce serait le fun. Je les avais dit, j'aurais aimé ça lire ce livre-là avant la fin de l'année. Juste parce que je me doute que j'ai aimé ça. Puis j'aurais aimé ça juste comme arrêter d'hésiter de lire, puis me plonger dedans. Puis c'est une grosse brique, fait que je peux le lire d'un coup. Mais c'est celui-là que j'avais pas de version Ozo, j'avais pas non plus la version numérique. En fait, je l'ai, mais c'est une version numérique pour laquelle je peux pas avoir de lecture d'accompagnement. Donc,
à part le fait que j'ai pas besoin de tenir dans mes mains le gros volume de Echo, ça n'a pas vraiment d'avantage pour moi. Donc, c'est ça. Donc, je voulais commencer. Mais là, à date, ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous relirai peut-être plus tard la quatrième de couverture si je poursuis mon aventure. Mais en gros, on est vraiment dans une dystopie. On est dans un univers où il y a un endroit qui s'appelle Boss City, qui est, ça le dit, la ville basse, disons, et qui vit sous Pandore, qui est comme une espèce de ville protégée, entre guillemets. Puis évidemment que Boss City, c'est là où tous les ouvriers et toute la racaille se tient, puis où en fait c'est plutôt difficile d'avoir potentiellement une bonne vie ou une bonne santé parce que bon, ben, tout tombe un peu de Pandore sur Boss City. Et on va suivre, je me souviens même plus c'est quoi son nom, j'ai un blanc. On va suivre une jeune mécano qui vient, elle, de Boss City, clairement, mais qui a des contrats, puis elle travaille. Bien là, dans le fond, elle va avoir un travail de mécano, donc elle répare plein de choses. Elle répare des véhicules, elle répare des systèmes de climatisation, elle répare plein de trucs. Et elle va être allée travailler, dans le fond, dans Pandore, puis en fait en Haute-Ville un peu. Puis, elle va se retrouver, dès qu'elle va revenir, en fait, à avoir allé à un autre contrat qui était complètement de l'autre côté de la ville, puis elle n'a pas beaucoup de temps, puis il y a beaucoup de trafic. Donc, elle va passer un peu par un coin un peu malfamé de Boss City. Et malheureusement, elle va tomber en panne dans ce coin-là. Puis là, les choses vont comme un peu s'enchaîner. Elle va être obligée d'aller demander de l'aide dans un bar. Dans Boss City, dans certains secteurs, il y a des personnes qui sont considérées comme des ravageurs. Donc, c'est des gens qui volent, puis qui sont un peu méchants, puis qui sont un peu... Bref, ça le dit. Et elle va se rendre compte qu'il va falloir qu'elle ait demandé à des ravageurs de l'aide parce que sa monture, entre guillemets, son moyen de transport ne démarre plus. Puis, ben en fait, c'est ça, en demandant de l'aide, elle va un peu mettre le pied dans une espèce d'engrenage. Puis finalement, après ça, elle va se rendre compte que la milice la suit. Puis là, tout va débouler. Mais dès le départ, on entre dans l'action. Puis je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait comme un peu plus d'exposition du monde. Mais en fait, on le comprend au fur et à mesure de l'action. Jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. On rencontre un ravageur en particulier qui s'appelle Bast, qu'on se doute que ça va être potentiellement quelqu'un qui va avoir un certain rôle dans tout ça, qui, jusqu'à maintenant, n'est pas non plus un personnage qui n'est pas crédible par rapport au fait que c'est un ravageur. Donc, oui, il va comme un peu donner une chance à cette mécano-là, mais on sent qu'il est quand même intéressé. Donc, c'est intéressé son action, c'est pas nécessairement parce que c'est comme un gentil parmi les méchants. Mais en même temps, il est peut-être gentil, là, mais bref. Jusqu'à maintenant, j'aime bien le côté un peu nuancé aussi de ces deux personnages-là. On vient d'apprendre aussi que le personnage principal a une certaine condition de santé qui fait en sorte qu'elle est obligée de fonctionner avec une prothèse qui fait en sorte qu'elle est capable de fonctionner de façon autonome, mais sinon, elle ne serait pas capable. Donc, bref, je ne suis pas rendue très loin. Je pense que j'ai même pas lu comme un 3%. Décidément, mon chat aime pas ça quand je m'occupe pas d'elle en me levant, clairement. Je suis désolée, vous allez voir sa queue voler tout le temps. Fait qu'on est là-dedans. Puis, ben, j'aime beaucoup ça. Fait écoutez, je sais pas, je promets rien. J'aimerais vraiment ça l'avoir terminé pour avant le début de la nouvelle année. Mais en même temps, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va bouger ou pas. Je sais que j'aimerais ça quand même tourner le fameux top des livres marquants de mon année. Fait que ça, c'est ça, je vais le faire aujourd'hui, mais ça, vous allez l'avoir déjà vu quand vous allez voir ce vlog-ci. Mais donc, je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour lire, mais ça se lit comme tellement vite que j'ai l'impression que je pourrais sans doute comme le dévorer en une journée. Puis de ce que j'avais compris, c'est que le tome 1, ça nous laisse sur une fin en suspens, qu'on a vraiment envie de lire le tome 2, qui est le dernier tome aussi, là, c'est une zoologie. Donc, ben, c'est ça. J'aimerais ça voir, quitte à commencer mon année en me disant « Ah, j'ai absolument la suite! » Puis, ben, la fond, les livres sont disponibles en numérique aussi sur l'application. En fait, c'est sur Nextory qu'habituellement je vais sur pour mes livres audio. Mais là, il y a aussi des livres numériques. C'est moins un format de lecture que j'aime parce que c'est obligatoirement sur le cellulaire. Ben, remarque ça, je pense que ça peut être maintenant sur un iPad, là, mais c'est minimal comme option de lecture en numérique. Mais les deux sont là, donc c'est sûr que je pourrais quand même au moins le commencer si jamais j'ai trop hâte de le savoir. Sinon, je pensais peut-être l'acheter, donc le commander potentiellement d'ici pour que l'avoir ici au Québec. Le tome 2, si j'aime vraiment ça, mais je veux m'assurer que j'aime vraiment le 1.
si j'aime le 1 et que je pense que je vais garder la série, avec le ménage que j'ai fait, je peux vous dire que c'est sûr que là, mes achats vont être par parcimonie. Quoique, je devrais recevoir aujourd'hui une boîte de livres que j'avais commandé avant d'avoir cette phase-là. Donc, c'est très drôle parce que je vais vous montrer ce que j'ai, mais je ne sais même pas si. Ce que je vais faire, c'est que je vais me les mettre en priorité pour les lire. Puis, si je les lis pas, ben ils vont partir. C'est vraiment drôle. Bref. Donc, cette boîte-là ne respectera pas mes nouveaux critères pour la suite des choses, mais c'est correct. Je vous avais dit que c'était sûr que j'allais racheter des livres. Fait que, donc, par contre, pour, comme je vous disais, Écho, ben, j'aimerais mieux m'assurer que vraiment, je veux garder les livres avant d'acheter le deuxième tome, mais à date, à moins vraiment que ça vire vers quelque chose de différent, mais à date, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à un ton un peu plus, pas contemplatif, mais un peu plus mis en place et tout ça. Mais là, les chapitres sont courts, ça s'enchaîne. On comprend les tenants et les aboutissants de ce monde-là au fur et à mesure qu'on rencontre les personnages, au fur et à mesure que l'action se passe. Donc, je trouve que ça, c'est quand même une bonne approche. C'est deux approches différentes. On peut avoir une approche mise en place, puis après ça, action, mais là, on a une approche compréhension au fur et à mesure qu'on suit le personnage. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Donc, je vous tiendrai au courant, mais à date, je suis rendue là pas mal. Donc, ça m'a vraiment intéressé. Donc, c'est juste drôle parce que j'ai pas fait tant d'insomnie, mais j'ai quand même eu le temps d'en lire un peu. Puis, j'étais comme juste, c'est vraiment pas le temps. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais quand même me réessayer à me rendormir. Je ne vais pas passer ma nuit à lire quand même. Mais c'était un bon compagnon d'insomnie. Et heureusement que c'était pas l'approche qui était plus descriptive ou mise en place parce que je fais de l'insomnie, mais en même temps, ça reste que je suis quand même pendant la nuit. Fait que mon attention a besoin d'un petit peu plus de se faire tenir par la main quand même pendant la nuit. Puis là, ben, comme ça bougeait beaucoup, puis on était dans le chapitre court, ben, j'étais vraiment comme pris par. Ça m'a permis de vraiment me distraire du côté genre, oh mon Dieu, je fais de l'insomnie. Puis je suis revenue un peu plus vers une base de bon, ben, ok, c'est beau. Puis finalement, je vous rassure, je me suis rendormie. Mais voilà, donc je fais cette découverte-là. Alors, je reviens pour la suite des choses. J'ai aucune idée si ça va être aujourd'hui, mais je reviens pour la suite des choses, au moins pour ce livre-là, à savoir si ce sera peut-être ma dernière lecture de 2026, de 2025. On verra bien. Ou alors, ben, ça chevauchera les 2 années. Il va falloir que je dise dans mon petit cerveau psychorigide que ça va aller, c'est pas grave, c'est correct. Alors, à tantôt. Hey, bonjour. Alors, comme promis, je vais vous faire un petit unboxing express avant que mon copain arrive parce que j'ai reçu ça ici. Ça se peut que vous bougiez un peu parce que vous êtes un petit peu placé bizarrement, mais bon. Attention, c'est parti pour le déballage. Je pense que je vais le mettre sur moi. Sinon, vous allez trop bouger. Alors, c'est parti. Je vais juste voir si je peux les sortir sans trop vous les montrer. Parce que... Bon, alors, comme ça, si mon chat arrive et qu'il veut absolument voir la boîte, il va l'avoir. Alors, tout d'abord, j'ai commandé... c'est très drôle. J'ai commandé un livre de Santa Montefiore parce que les booktubers françaises n'arrêtent pas de parler de Santa Montefiore parce que c'est une autrice qui, américaine, je pense, qui a fait la série des Filles d'Irlande, quelque chose comme ça. Puis, je n'étais pas sûre de vouloir la lire. Mais là, j'ai réalisé qu'elle fait une série pour les jeunes que ça fait longtemps que je voulais découvrir, que j'avais déjà vu en version super intense. Puis là, finalement, j'ai vu là, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est la série de Royal Rabbit of London. Donc là, j'ai pris le tome 1. Et c'est par Santa Montefiore et Simon Sebag Montefiore, illustré par Kate Hindley. C'est publié ici chez Aladdin. Donc, jeunesse. Ça fait longtemps que j'ai pas lu c'est quoi la série. Là. On va suivre Shiloh, qui a toujours été le plus faible et le plus tranquille de sa famille, bien sûr, qui est un lapin,
Et, mais la plupart du temps, ses frères et sœurs passent la journée à juste comme rire de lui parce qu'il est différent des autres. On peut voir qu'il y a un cache-œil. Et, mais quand il va tomber par hasard sur une bande de rats et qu'il va entendre entre les branches qui sont en train de faire un complot contre la reine, il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, bravement, il va se lancer dans un trajet pour aller à Londres, pour aller rencontrer les lapins royaux et pour essayer d'aider, de protéger la famille royale. Donc, juste, tu sais. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai entendu parler, puis quand il devient disponible sur... j'espère que c'est le bon. Je pense que oui. Quand il devient disponible sur le site où je peux l'acheter, il reste jamais longtemps. C'est vraiment un classique pour les bibliothécaires, entre autres. Puis j'en ai entendu parler dans un congrès, puis j'avais toujours voulu l'avoir. Puis bon, là, il est arrivé. Donc, c'est un essai. C'est de Andrew Pettigrew. Donc, c'est The Library of Fragile History. Donc, d'Andrew Pettigrew et Arthur Dervedwin. Donc, un essai sur l'histoire des bibliothèques à partir des Assyriens jusqu'à l'âge digital dans lequel on est. Et voilà. Donc, évidemment que c'est quelque chose que j'ai, qu'est-ce que je vais lire un jour, mais je pense qu'il faut que... C'est comme vraiment un livre de référence, ça me le prend. Je suis bibliothécaire quand même. Donc, voici. Ensuite, j'ai décidé de commencer une nouvelle série de... Oh mon Dieu! J'ai une copie dédicacée en plus, je pense. En tout cas, j'ai décidé de commencer une nouvelle série d'Anne Cleeves que j'ai commencé à lire les Shetland que j'avais vus en adaptation en série. Mais je vais vraiment lire les livres. Puis à date, j'aime vraiment beaucoup, mais c'est quand même des histoires que je connais. Et ça fait longtemps que j'avais le goût de commencer une nouvelle série de Anne Cleeves. Et celui-là ici, c'est la série George et Molly Palmer Jones, donc le premier tome. À date, comme j'ai lu le premier tome de Shetland et que j'aime beaucoup son écriture et que je sens que je vais potentiellement vouloir garder les livres à la maison, je me suis permis de le commander. Donc, c'est A Bird in the Hand. Puis cette série-là, elle l'a écrit avant de faire les Shetland et les Vera Stanhope, qui est une autre série qui est bien connue, qui a été aussi adaptée. Les deux ont été adaptés à la télé. Et dans le fond, on va suivre une communauté, donc George et Molly Palmer Jones, qui évoluent au sein d'une communauté d'ornithologues. Et évidemment, qui dit ornithologue dit observation, mais à un moment donné, ils vont tomber sur un meurtre. Donc, voilà, ça me tente bien. Ensuite, 2 albums. C'est Matthew Cordell que j'avais vu, je pense, comme illustrateur dans un autre livre. Je me souviens plus c'est lequel. Puis là, ben, j'ai vu qu'il avait fait... Ah, j'ai une autre copie signée. Je sais pas si elle est vraiment signée, là. C'est peut-être pas... Peut-être une fausse copie signée, mais non, je pense qu'elle n'était pas signée. Il y avait un petit collant, mais elle n'était pas autographiée. Ah oui! Bon Dieu. J'ai l'autographe de Anne Cleeves. Celle-là aussi, c'est une copie signée. Mais bon, je ne suis pas très signature. Mais ici, c'est donc Evergreen. C'est de Matthew Cordell. Et c'est un gagnant de la médaille de Caldecott. Et je ne sais pas c'est quoi l'histoire. C'est juste que j'aimais vraiment l'illustration. On parle ici d'un écureuil, bien entendu, qui a peur de plusieurs choses. Le tonnerre, les vautours et les parties sombres de la forêt de Buckthorn. Mais quand sa mère va lui donner la tâche d'aller porter de la soupe à sa grand-mère qui est malade, le petit écureuil va devoir faire face à ses peurs et aller quand même porter, donc accepter la mission. Et au cours de son trajet, bien évidemment qu'il va rencontrer toutes sortes de monde et j'imagine que ça va le réconcilier avec... je vais essayer de vous montrer, là, avec le fait qu'il a peur. Donc ça, c'est la soupe. La fameuse soupe. Donc, c'est pas le petit chaperon rouge, mais il y a quand même un gilet rouge. Donc, il me dit quelque chose. Et sinon, l'autre album, c'est Anna Walker, que j'ai aussi découverte dans... Qu'est-ce que j'ai lu il y a pas longtemps? C'est dans le livre que j'ai lu pour Noël, Anna Walker. Ah, c'était l'affaire de la poule, je pense. Hen? Je me souviens plus. Il me semble que c'est ça. Bref. Alors, c'est Fleurette d'Anna Walker.
Et c'est l'histoire de May qui, sa famille déménage dans une nouvelle maison. Et elle aurait aimé ça pouvoir amener son jardin avec elle. Les pommiers, les fleurs vont lui manquer. Elle va s'ennuyer de pouvoir chasser les papillons dans le gazon qui ondule. Mais elle va déménager dans la ville et il n'y a absolument pas de place pour avoir un jardin. Ou y a-t-il vraiment pas de place? Donc, on sent que ça va être aussi à la fois une idée... Ah, c'est cool. Le principe du déménagement, campagne vers la ville, mais aussi le lien avec la nature. Donc, celui-ci. Et enfin, j'ai décidé de me lancer. Ça, j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. Je pense que c'est plus... Ouais, c'est moi ce que je pensais. C'est pas grave. C'est un livre-jeu que je pensais qu'il était juste du coloriage, mais finalement, c'est un livre-jeu avec des questions et tout, mais c'est celui-ci. Donc, c'est Monsters Color by Numbers. Et c'est de Isabelle Lundy. La seule chose que je trouvais, c'est que c'était très proche quand même de ce que Élise Gravel faisait à l'époque. Et j'imagine que ça, c'est beaucoup plus récent qu'Élise Gravel. Ça me trouble un peu, mais bon. Donc, je pensais que c'était juste du coloriage au numéro, parce que regardez, c'est une mini-charte de couleurs avec pas beaucoup de couleurs. Vous savez que je suis toujours à la recherche des dessins avec des mini-chartes de couleurs. Puis c'est en effet des dessins à faire, mais c'est avec des questions sur les côtés. C'était un petit peu trop enfantin pour moi. Mais c'est un essai, c'est vraiment pas cher. Alors voilà pour le fameux unboxing. Alors, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle que ces achats-là ont été faits avant que je fasse le gros ménage. Que je décide d'avoir une approche un peu différente pour 2026. Mais bon, c'est pas grave, j'assume tout à fait. Alors, je vous dis à tout bientôt. Je vais aller poursuivre le montage de mon année livresque 2025. Et je vous reviens quand je peux. Et bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 1er janvier. Alors, bonne année. Bonne année à vous. J'espère qu'elle démarrera pour vous sous de bons auspices avec des petits bonheurs surprises, puis des belles lectures découvertes ou juste un petit moment cocooning simple. Donc, voilà ce que je vous souhaite. Et moi, j'entame mon année avec un livre qui chevauche les 2 années. Et oui, j'ai réussi à terminer l'année sur le fameux livre de Faith Martin que je me disais, ça peut pas être mon dernier livre de 2025. J'ai parlé à mon cerveau psychorigide et c'est correct. J'ai entamé le fameux Écho de Marianne LTR, donc le tome 1, l'Onyx, chez Iméris. Je l'ai entamé le 30 décembre et je ne l'ai toujours pas terminé parce que c'est une bonne brique, 500 pages, et j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, plus ça avance, plus je sens quand même un peu des influences. On est plus dans l'action, mais on sent un peu quand même l'influence en arrière-plan peut-être, en quelque part. Pas de Pullman, mais peut-être. Je dirais plus de Christelle Dabos, parce qu'il y a des arches quand même. À quoi j'ai pensé donc hier? Christelle Dabos. Dans le fond, je pensais à son nous puis à son fiancé de l'hiver, avec un petit soupçon de Pullman, mais on est plus dans la dystopie. Et j'avais dit que j'allais vous lire la 4e de couverture parce que vraiment, je vais juste voir si...
Ouais, je vais voir si je suis capable de rebondir sur le résumé qu'ils nous ont mis en quatrième de couverture pour essayer de vous en parler un peu plus parce que clairement, plus ça avance, puis plus on comprend que c'est un univers qui est complexe et c'est agréable, complexe positivement. Et j'aurais de la misère à faire une espèce de résumé sans trop me perdre, donc allons-y pour ce qui est écrit à la quatrième de couverture. Vivre à basse cité, c'est se contenter d'un soleil artificiel et d'une pluie sale et nauséabonde. Dans cette ville, cernée par une brume mortelle, l'indifférence règne en maître. On ne tend pas la main à son voisin, ni à personne d'ailleurs. Pourtant, lorsqu'Echo se retrouve mêlé au vol de l'un des 6 joyaux de Pandore, la richissime arche qui surplombe Bast-Cité, Bast décide de lui venir en aide. Les ravageurs comme lui ont le nez fin et il a vite compris ce qu'ils pouvaient tirer de cette petite mécanicienne effrayée. Une montagne de gemmes et quasiment autant d'ennuis. Entre alliance improbable et quête de vérité, ce premier tome d'une duologie de science-fiction au rythme effréné vous emportera dans un tourbillon d'intrigues et de dangers. Ok, juste ce petit blurb-là à la fin, ça résume exactement mon sentiment de lecture. Donc, comme vous pouvez voir, on est un peu dans une dystopie parce que dans un monde où finalement, en raison de l'état de la Terre, finalement, il y a Boss City qui est l'endroit qui reçoit en fait pas mal tout ce qui est en fait, il n'y a pas d'atmosphère contrôlée. Les gens qui sont là ont malheureusement moins de ressources. C'est des ouvriers, c'est des gens qui sont en mode survie. Donc, comme ça dit, c'est pas un mode où on a tendance à vouloir aider son prochain. Et Echo vient de ce monde-là. Et elle est née avec une différence, comme je vous disais, une certaine contrainte physiologique, mais qui fait en sorte que elle s'est toujours un peu débrouillée. Et du jour au lendemain, elle va être mêlée au vol d'un des joyaux parce que dans le fond, dans ce monde-là, non seulement il y a Boss-Cité, qui est l'endroit où les gens qui n'ont pas de ressources vont vivre, alors que ceux qui ont plus de ressources et qui ont vampirisé les ressources saines qu'il y avait en bas vont vivre sur des arches qui sont suspendues. Donc Pandore, qui comprend une boîte, la boîte de Pandore. C'est juste comme ça. Et sur tout ce monde-là, en fait, va régner des joyaux. Donc, l'importance des joyaux qui sont des pierres semi-précieuses ou précieuses, je me souviens plus. Semi-précieuses, je pense. Je me souviens pas. Il y a le rubis, l'onyx, saphir, ça a des pierres précieuses. Et dans le fond, ces joyaux-là sont en fait des pierres qui, depuis la nuit des temps, s'attachent à des humains, donc s'attachent physiquement à eux autres, deviennent faire partie d'eux autres et qui en font en fait des gens qui ont certains pouvoirs de faire avancer un peu le monde puis prendre des décisions et tout ça. Donc, bon, voilà. Et ce système-là a fonctionné depuis tout le temps, mais un peu en mode je sais pas, légende. Les gens à basse cité n'ont un peu rien à battre de ça, parce qu'évidemment qu'ils ne sont pas concernés, puis parce qu'ils sont considérés comme quantité négligeable pour les gens qui habitent sur l'âge de Pandore, entre autres. Et or, les choses ne sont pas nécessairement toutes roses, ne vont pas toujours aussi bien que prévu dans le monde des joyaux, c'est-à-dire qu'il y a 6 joyaux qui fonctionnent et quand les 6 sont là, il y a un conseil décisionnel qui fait en sorte que les joyaux vont pouvoir mener. Depuis 100 ans, il y a une pierre, l'onyx, qui s'est jamais attachée à un humain, finalement. À chaque fois qu'on a essayé de proposer un humain, elle ne s'est pas attachée, ça ne convenait pas, puis elle a fini par tuer l'humain parce que c'était pas l'humain adéquat pour la pierre. Et sans les 6 pierres attachées à des humains, le conseil décisionnel ne peut pas avoir préséance. Donc, ce qui va fonctionner à ce moment-là comme instance décisionnelle, c'est le conseil des sages ou des anciens, je ne me souviens plus, qui est composé d'humains, mais qui sont pas. Qui semblent avoir des visées qui sont plutôt, disons, en lien avec leurs propres intérêts et non pas les intérêts de la communauté. Depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis 100 ans à peu près, comme on dit, le Nyx n'a jamais pu s'attacher à personne. Et ça fait l'affaire du Conseil des Anciens parce que c'est eux qui décident. Et ils ont toujours fait en sorte que les joyaux ne soient pas en mesure de s'entendre entre eux, puis de attiser la compétition entre eux autres, parce que la seule façon de faire en sorte qu'un joyau soit remplacé, donc soit l'humain attaché à un joyau soit remplacé, c'est lorsque l'humain qui est attaché est tué et meurt dans le fond. Et à ce moment-là, dans le fond, les conseils des anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient sur la route des joyaux qui étaient libres, des humains qui avaient l'impression qu'ils allaient pouvoir plus manipuler puis faire en sorte qu'ils allaient pouvoir prendre le contrôle et tout. Bref, un peu un classique là, de stratégie politique.
comment Echo se ramasse mêlée à tout ça? Ben, c'est qu'elle s'en va faire une réparation à la tour de l'été, qui est une tour qui est dans la Basse-Cité. Et elle va rencontrer quelqu'un elle ne sait pas trop c'est qui, mais elle a l'impression que c'est quelqu'un qui doit habiter sur une arche parce qu'il n'a pas l'air d'être vraiment faire partie de Basse-Cité. Et va s'en suivre plusieurs choses, dont sa fameuse panne dont je vous disais, qui fait qu'elle va s'arrêter dans un quartier vraiment assez sombre et qui va devoir demander de l'aide à ceux qui s'appellent les ravageurs, et dont une personne qui s'appelle Bass va un peu comme l'aider en échange de services. Bass va se rendre compte qu'elle a quelque chose attaché dans son dos. Et bon, éventuellement, on va finir par comprendre que c'est l'onyx. Mais on ne comprend pas comment ça se fait que l'onyx, qui s'attache à personne, dont personne n'a entendu parler depuis super longtemps, s'est trouvé dans le dos attaché à Echo parce qu'elle n'a jamais rien demandé. C'est une femme de Basse-Cité. Elle a aucun intérêt. On va finir par comprendre un peu plus qu'est-ce qui va se passer et elle va se retrouver mêlée à l'espèce de rébellion, plan un peu en dessous de tous les joyaux pour essayer de reprendre le contrôle sur la communauté, sur les décisions à prendre dans la communauté, versus ses propres intérêts à elle, versus elle évolue vraiment dans un monde où elle a l'impression qu'elle peut faire confiance à personne, parce que même si Bass l'a aidé ponctuellement, c'était quand même en échange de quelque chose. Elle sait que c'est un ravageur, quelqu'un qui est absolument un criminel. Elle sent qu'il est peut-être pas 100% mauvais, mais elle ne peut jamais se fier sur le fait qu'il fait vraiment les choses parce qu'il s'inquiète pour elle. Elle a toujours l'impression qu'il va faire les choses parce qu'il veut obtenir quelque chose d'elle. Et c'est un peu la même chose pour les joyaux qui vont finir par faire partie de son quotidien. Je vous en dirai pas plus. C'est un peu plus long comme résumé, mais on est là-dedans. Puis là, ben, plus ça va, puis plus on est vraiment dans une partie où Echo, justement, est confronté à ce principe-là des joyaux qui ont une vie techniquement sans souci, à part la grosse guerre qu'ils ont avec le Conseil des sages, mais techniquement, les joyaux font en sorte qu'ils sont en bonne santé, donc ils vont réparer des problématiques potentielles. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont dans un endroit qui est oxygéné, même si c'est suspendu techniquement, ils ont comme vampirisé, Pandore a vampirisé qu'est-ce qui était comme ressources de verdure et tout ça d'en bas, donc ils ont tout ça à eux. Puis Echo se retrouve un peu mêlé à ça d'une certaine façon et se dit mais j'ai une bossité, puis comment ça se fait? C'est comme ça vraiment question un peu l'équilibre des choses. En même temps, elle-même, on comprend qu'elle a des quêtes personnelles, on n'est pas trop sûr exactement qu'est-ce que c'est, mais on sait aussi qu'elle se sent un peu utilisée pour faire partie de quêtes qui ne sont pas les siennes. En même temps, elle s'en fout pas complètement, mais elle essaye de rester elle-même puis de garder un peu le contrôle sur sa propre vie, malgré le fait qu'elle est ballottée dans la quête des autres, un peu contre son gré. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui est en mode victimisation. C'est une jeune femme qui s'est toujours débrouillée par elle-même malgré des contraintes. Donc, j'aime beaucoup le personnage. J'aime les personnages qui évoluent autour. J'aime comment le monde de plus en plus complexe avec différentes couches de monde, dans le fond, va se déployer. Il y a quelque chose qui me fait un peu, ben, pas la dimension féministe, là, mais le côté un peu l'empire des femmes, peut-être de Cassandra Lambert. Le côté justement qu'il y a un endroit qui fonctionne bien versus tout ce qui est la pollution va se déverser sur un autre endroit où les gens qui sont un peu rejetés vont être là. Puis l'affaire de la brume autour, on le comprend que ça entoure tout le royaume. Donc ça met en danger Basse-Cité parce que Basse-Cité est vraiment à la hauteur de la brume. Donc dès qu'ils sortent d'un territoire, cette brume-là est hyper toxique puis ça va les tuer. Mais en même temps, techniquement, n'importe qui aussi, Pandore, tout ce royaume-là est entouré de brume. Et on comprend que cette brume-là fait aussi partie des questionnements que potentiellement les gens qui sont dans les hautes sphères des joyaux versus même éventuellement Echo et Bast vont se poser des questions sur quelle est la nature de la brume, pourquoi c'est là. Fait que plus ça va, puis plus il y a des couches, comme je vous dis, de complexité qui vont s'ajouter. C'est super bien écrit, le rythme est vraiment rapide, pas négativement, ça se lit tout seul. Voyez-vous, je suis rendue à la page 200 sur 500 et ça s'est lu. En plus, je dois souligner que le format papier, là, je l'écoute des fois en lecture d'accompagnement parce que finalement, je l'ai acquis là, en livre numérique, mais avec une possibilité de lecture d'accompagnement.
Donc, quand je veux faire, par exemple, je suis allée courir tantôt, j'ai mis un peu quand même parce que si je veux juste pas le lâcher, c'est trop bon. Mais le confort de lecture de la version, je sais pas c'est quoi, c'est la version collector, mais de toute façon, elle n'est plus disponible, la version collector de ça, mais la version brochée de ce livre-là est super confortable. Elle s'ouvre quand même vraiment bien. Elle tient bien. Puis, je sais pas si vous allez le percevoir, mais la mise en page est assez aérée. Puis ça fait que justement, c'est super facile à lire. Puis, ça ne donne pas une impression d'étouffer, alors que techniquement, c'est quand même un royaume qui est assez complexe. Donc, si en plus du fait qu'on nous plongeait dans un royaume complexe, on avait physiquement l'impression d'être pris dans une mise en page étouffante, ça serait pire. Mais là, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup ça. Fait que je vais vous en reparler quand je vais avoir avancé. Puis ben voilà. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas trop qu'est-ce que les prochains jours vont m'amener, mais mon objectif, c'est de terminer au moins Écho, le tome 1 pour vous dans ce vlog-ci, donc pour pouvoir vous en parler avant que je mette en ligne le vlog ce dimanche. Puis ben, on verra si je commence d'autres lectures pour le début 2026. J'ai déjà lancé mes objectifs de lecture, mais moi, c'est sans surprise. J'en parle à chaque année. En fait, à chaque année, c'est pas très original, mais c'est toujours en lien avec l'année. Donc là, c'était 2025, c'est 225. Cette année, ça va être 226 pour 2026. J'ai mis ça comme objectif, mais je vais voir comment ça fonctionne. Comme je vous le dis, j'inclus tout dans ça. Donc voilà. Ce matin, je suis bien contente de faire ça. Le 1er janvier, je suis toujours bien excitée de mettre mes objectifs lecture. Puis ben, je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Peut-être que vous ne mettez pas d'objectif de lecture non plus. Moi, je l'ai fait. Avant, c'était un peu comme un dogme pour moi, mais là, je le fais le plus parce que je trouve ça stimulant. Mais finalement, c'est rare que je regarde en cours d'année où je suis rendue. La plupart du temps, sans me regarder, sans m'en rendre compte, je l'atteins et je le dépasse. Donc, ça veut dire que c'est un objectif qui est adéquat pour ma capacité de lecture. Donc, voilà. Alors, écoutez, je vais vous laisser parce qu'on a des activités sociales à faire aujourd'hui avec un fond de migraine. Parce que c'est ça, c'est moi. Mais je vais prendre dès que je veux. Et bonsoir vous autres. Alors, je vous reprends. On est le samedi 3 janvier. Et ben voilà. Donc finalement, je vais mettre fin à ce vlog-ci avec une brève recension d'un album documentaire jeunesse vraiment savoureux que je viens de lire. Et ça s'appelle Avant j'étais un arbre. Et c'est écrit par... techniquement, c'est écrit par un arbre. Mais l'auteur est vraiment officiellement Erin McLaughlin et illustré par Guilherme Karsten. C'est publié chez La Courte Échelle et c'est excellent. C'est vraiment, bon, évidemment, ça le dit un peu, avant j'étais un arbre, donc c'est l'histoire d'un livre qui raconte qu'avant il était un arbre, donc qui amène le lecteur de façon hyper interactive et rigolote dans son passé en fait de matériaux et de vie de flore. C'est un livre qui nous amène à travers l'espèce de chaîne de fabrication du livre et à travers l'idée qu'un livre a un potentiel qui est super intéressant, surtout quand on le partage un peu comme
un arbre va disséminer en fait ses graines pour pouvoir produire d'autres arbres. Donc, c'est un peu ça l'espèce de parallèle qui est fait, mais c'est surtout hyper humoristique. Les dessins sont savoureux, il y a des changements de direction dans le livre, donc de sens de lecture. On a la double page à l'horizontale et sinon on a la double page à la verticale, donc de haut en bas, qui est excellente avec une super composition graphique, des petites flèches pour me donner un petit peu des détails, une histoire quand même de crotte. Alors ça, c'est toujours excellent. Donc, puis je savais pas en fait, il y a des choses que je savais pas. La partie avec la crotte, je savais pas. Donc, je savais pas euh, que ça pouvait arriver que pour semer des arbres, ça peut passer par l'ingestion des graines indirectement par les animaux et à travers leur déjection. Mais je savais pas. J'avais pas, disons, précisément qu'on pensait à ça. Mais donc, ça peut passer par la déjection des animaux qui va finir par permettre à des graines de se planter et devenir des arbres. J'ai tout aimé de ce livre-là. La quantité d'informations qu'il fournit, le ton humoristique, dynamique, qui demande qui interagit avec le lecteur directement. Donc, on brise le quatrième mur, qui, à un moment donné, il nous demande de sentir le livre, puis à une autre fois, il nous demande de ne pas sentir le livre. Donc, ça, c'est super intéressant quand on anime un livre. C'est évidemment, ça vise un public que je dirais préscolaire, peut-être début première année. En façon, on trouve encore ça drôle, les histoires de crottes là, en première année, donc ça va, là. Mais c'est surtout une histoire de livres et d'arbres et de chaînes du livre. J'ai vraiment aimé ça. Comme je vous dis, un potentiel d'interactivité très élevé, avec pourtant un livre qui n'a pas une interactivité matérielle 3D, mais bien une interactivité entre la narration, donc la plume, l'écriture de l'auteur et l'enfant, en collaboration soutenue et même déployée en faisant rayonner le tout par les illustrations. Donc, c'est un excellent travail à quatre mains. C'est déployé de façon efficace, de façon amusante. On retient toutes les informations qu'on a à retenir juste parce que, justement, la façon dont c'est présenté, c'est hyper accessible. Comme on a ri, on va s'en souvenir. Vraiment, si vous n'avez pas lu ce livre-là, il me semble que c'est pas tout neuf, tout neuf. Il me semble que c'est paru cet été, peut-être, au Québec. Donc, potentiellement dans vos bibliothèques déjà. Sinon, vraiment, c'est un achat à faire pour 2026, surtout pour, je dirais, bon, évidemment, les familles en temps normal, mais disons les enseignantes, les enseignants et enseignantes, s'il y en a parmi vous, ben, c'est un super livre à découvrir, à mon avis, je dirais maternelle 4 ans, 5 ans, puis début de première année. Ouais, même première année au complet, là, quand même, donc ça va. Mais vraiment, c'est quelque chose à avoir dans votre besace si vous n'avez pas déjà ça sous la main. Encore une fois, évidemment, c'est une traduction, ça a été traduit de l'anglais. Mais la courte échelle, je trouve que vraiment, ils ont un choix au niveau éditorial. Le choix de cette histoire-là est excellent. Évidemment, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ça vise vraiment ce public-là. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, le petit côté d'analogie entre le fait que les livres sont bons à partager, parce qu'il y a, ben, en fait, on peut retrouver de tout dans les livres. Donc, on peut un peu comme faire fleurir un arbre indirectement, parce que dans un livre, il y a plein de possibilités. Et que dans le fond, ce livre-là gagne à être partagé, un peu comme un arbre gagne à disséminer ses graines. C'est un peu évident. Donc, on sent un peu le rouage de nous faire passer un peu ce message-là, mais c'est un message de bienveillance. Et ben, étant moi-même une amoureuse des livres, une lectrice et une bibliothécaire, je ne peux pas être contre la vertu. Mais c'est juste que comme adulte, on va plus se rendre compte de cette espèce de... Je trouve qu'il y a quand même une petite rupture de ton. On est vraiment dans le ludique, l'apprentissage. On est fou là, avec le message un petit peu moins discrètement en même temps. C'est un format quand même assez court, donc il n'y avait pas non plus de possibilités. Puis pour un enfant entre, je dirais, comme je disais, 4 à 6 ans ou 3 à 6 ans, cette rupture de ton-là, il ne va pas l'apercevoir. Donc, c'est vraiment juste un œil adulte qui va pouvoir l'apercevoir. C'est pas un bémol, vraiment, c'est juste pour que vous en soyez conscient. Mais sinon, absolument, un coup de cœur absolument tout neuf. Ça me donne même envie de l'avoir dans la bibliothèque à la maison. Pas celle-ci, mais celle qui est cachée. Donc voilà, c'était ma dernière lecture de cette semaine, qui va avoir été une semaine finalement de... On profite du temps au fur et à mesure selon nos envies. Et puis, ben, mon envie, c'était de continuer ma lecture au long cours. Je vous avais promis que j'allais la terminer. Le écho, mais je ne l'ai pas terminé. J'en profite, je l'étire,
Pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai envie de prendre mon temps, j'ai pas envie de me bousculer. Donc, c'est aussi ça, finalement, s'écouter dans le temps des fêtes. Alors, ben voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que ce moment-là à mes côtés vous a plu. Et puis, ben nous, ben, on se retrouve tout bientôt. Alors, à la prochaine!